Salut tout le monde et bienvenue à cette première émission de 2014 de Joueur majeur. Et j'en profite pour vous souhaiter bonne année. Oui, je le sais, on est 10 janvier, mais dans mon temps, t'avais tout le mois pour le faire. Donc c'est fait. Pour que je sois à couvrir, on commence ça tout de suite. Avant qu'on se quitte pour les fêtes, on se posait la question, est-ce que ça va bouger beaucoup pendant la période de la transaction? La réponse est oh que oui! À tel point que pour en parler, on sera pas deux, comme à la coutume avec mon bras droit qui est à ma gauche, Michael, mais on va être trois, hein? Exactement, Anthony Marcotte, la voix du Phoenix. Messieurs, par quoi commencer? Ça a tellement bougé, je vous laisse aller. Ben écoute, dès le départ, on a réglé le cas avec Charles Ludon. Ouais. Hein? Ouais, ça, on a tué le suspense assez rapidement, merci. Écoute, on avait spéculé. D'ailleurs, tu avais dit que tu croyais que... Vas-y, Je vais t'en remettre ça vas-y. sur le nez parce Oui. que tu en profites tout le temps pour me rapprocher mes mauvaises prédictions. Moi, j'avais dit Bécomo, toi, tu avais dit Halifax. Je pense que le Drakkar, c'est sûr, a mis la main sur le gros nom de cette période de transaction-là. C'était le gars qui, à mon sens à moi, était... un, avec la plus grosse valeur. Deux, qui pouvait amener le plus à une équipe pour la deuxième portion de la saison. Je pense que Bécomo, en mettant la main sur Ludon, Anthony, c'est sûr que ça va... Ils étaient déjà, à mon sens à moi, une des équipes favorites, mais ça demeure Ça a été une telle la affiche. grande transaction, ça c'est clair. Et là, je vais te citer toi parce que tu as été très rapide sur Twitter pour proclamer les voltigeurs comme les grands gagnants de la période de transaction. Ben, personnellement, oui. Moi, je pense que Dominique Ricard et les Voltigeurs sont de grands gagnants de cette période de transaction parce qu'ils sont allés à chercher... la grande surprise de tout le monde, d'ailleurs. Ben, grande surprise de tout le monde. Ils étaient dans la course au départ, puis finalement, boum, ils arrivent dans les transactions et ils s'avèrent être très acheteurs. Moi, je pense que dès le départ, avec l'acquisition de Frédéric Gaudreau, un joueur qu'on avait ciblé à cause de son leadership, il a gagné la Coupe Memorial de Shawinigan. C'est un gars qui a beaucoup d'expérience. On l'amène et déjà, dès le départ, il a joué quoi? Un Mais mois supplémentaire. Colkin à Drummond, ça. Colkin aussi. sérieusement. Ça, on l'avait pas vu venir. Là, on voyait Gatineau, possiblement. Moi, je pense que du côté de Drummondville, on avait évalué le personnel et on se disait que ça serait difficile de percer le groupe si on ne bougeait pas encore d'une autre façon. Défensivement, je pense que l'équipe avait des problèmes. On cherchait à essayer de s'améliorer. Mais là, en mettant la main sur Colkin, c'est évident que, tu vas chercher un gars qui est extraordinaire dans le vestiaire. Bonne attitude. Il joue très bien aussi sur la patinoire. Mais c'est sûr que William Carrier, là, c'était la J'allais cerise dire, sur le Sunday. Là. exact, on rajoute ça en plus, là, je veux dire honnêtement, comme tu l'as dit, les grands gagnants. Et moi, je mettrais en deuxième Val d'Or. Oui, c'est certain que c'est une équipe qui est allée chercher un gardien de but. On le savait, c'était la faiblesse de cette équipe-là. On va chercher Antoine Bibeau à Charlottetown. Personnellement, moi, c'est un joueur qui, en jouant à Charlottetown, peut-être un petit peu méconnu, mais que dans les dernières années a fait de très bonnes choses avec les Highlanders et anciennement le Rocket de l'île du Prince-Édouard. Graves à la défensive aussi. Graves, ça, c'est évidemment le joueur dont on n'attendait pas le nom avant les 2 dernières journées de la période de transaction. Et là, il arrive, il est disponible et Val d'Or remporte le derby. Je sais pas s'il y avait combien Ça a été d'équipes. difficile, hein, parce que lui avait une clause de non-échange côté de l'île du Prince-Édouard. Ouais. David Henley avait une clause de non-échange. Alors, c'était presque une transaction impossible. Finalement, ça a fonctionné. Je sais qu'Alexandre Rouleau a travaillé très fort cette transaction-là. Il faisait des jours et des jours qu'il était sur le dossier Graves. Finalement, à un moment donné, là, les Highlanders, dit-on, ils ne voulaient plus le bouger. Après ça, ils se sont dit, écoute, avec l'offre qu'on a, on n'a pas le choix de le transiger. Val d'Or, on a réglé un gros problème, comme tu le mentionnes, avec Antoine Bibeau, pas de doute là-dessus. Mais moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a quand même d'autres formations qui se sont laissées aller par des transactions. Victoriaville est un exemple. Peut-être que ça ne donnera pas de ça grands sort de où, résultats. toutes ces transactions surprises? Moi, ça m'a surpris un peu. Ben, au départ, oui, mais là, avec l'édition de Jean-François Plante, moi, je pense que c'est je comprends un petit peu plus. Parce qu'en regardant la banque de choix de Jérôme Maisonneuve et des Tigres, ils avaient des choix énormément. Puis à un moment donné, des choix de 2e, 3e, 4e ronde, tu peux pas toutes les garder. À un moment donné, il faut qu'ils fassent partie de ton alignement. Non, mais c'est de l'art dans le hockey junior, les choix de repêchage. Ben justement. Ben là, Tu t'en sers bien. Ben, il arrivait dans une situation où il avait l'opportunité des monnayer. Et dans la Ligue Midget 3, il y a plusieurs joueurs présentement qui sont tout prêts d'accéder à la Ligue junior majeure du Québec et devraient jouer avec les Tigres l'an prochain. Donc, on se retrouvait avec un surplus de choix. Et visiblement, on met la main sur un attaquant de qualité, Yann Pavel Laplante. Il pourrait jouer 2 ans et demi avec les Tigres. Puis Jean-François Plante, c'est un attaquant qui a quand même 33 buts. Est-ce qu'on est surpris que le jeune Whitney soit resté à Victo?
Moi, pas tellement. Moi, je pense que du moment où est-ce qu'on voulait, du côté de Victoriaville, essayer de gagner, je pense qu'il fallait un bon gardien de but. Je pense que Brendan Whitney, on connaît son potentiel. En santé et avec des bonnes performances de sa part, ils peuvent tout espérer à Victoriaville. Ça, c'est jamais. Ils l'ont fait l'an passé contre les Wildcats de Moncton. Tu les avais choisis d'ailleurs. Exact. Pour causer la surprise l'an passé. Et ils l'ont fait. Est-ce que ça peut être influencé Jérôme Maisonero et les Tigres? C'est possible. Pas le choix de parler un peu beaucoup de la vente de feu à Charlottetown. Ouais. 9 joueurs qui sont partis, là. On va dire de gagner des matchs. Non, mais c'est un grand ménage, là, je veux dire. C'est On parle de 50 de l'équipe. C'est une vente de feu, littéralement. Ouais. Et dans le cas de Grant Sony, la nouvelle organisation des Highlanders, on veut vraiment recommencer à zéro. C'est une stratégie qui est peut-être qui laisse les gens sceptiques, mais c'est une nouvelle organisation, faut pas l'oublier, puis ils commencent à zéro. Alors pourquoi pas recommencer à neuf avec le personnel qu'ils veulent mettre en place? Là, ils vont bâtir autour de Daniel Sprong. Je pense que c'est assez clair que ça va être le joueur autour duquel on va essayer de bâtir, mais ça demeure quand même tout un défi. Quand tu regardes, là, ils vont se retrouver avec quand même un jeune gardien de but pour l'avenir. Je pense qu'ils ont fait des choix intelligents, mais parfois, ils sont durs à suivre. Et lorsqu'on regarde le bas du classement, ça va se resserrer parce que là, il y a des équipes qui ont beaucoup transigé. Ils ont laissé partir des morceaux. On parlait évidemment de Charlottetown. C'est sûr que ça va être difficile du côté des Highlanders de pas trop On a chuter au littéralement mis classement. une croix sur cette saison-ci. Alors, la course aux séries va se resserrer. Moi, je pense que, écoute, c'était peut-être des décisions qui devaient être prises. J'ai été surpris de voir le jeune Graves partir. Alexis Pépin, on semble avoir jeté un peu la serviette dans son cas. On a voulu lui donner une deuxième chance ailleurs. Et pourtant, assez vite, là, hockey junior. L'an passé, sur le même plateau, on disait je suis pas sûr le choix du Phoenix de Sherbrooke avec Daniel Audette. Et là, un an plus tard, finalement, finalement, il n'y a pas vraiment de comparaison là, avec la saison de Daniel Audette. Il y avait mauvaise presse sur Daniel l'an passé. Il avait la pression du premier choix au repêchage au total. Et finalement, cette année, il est le fer de lance offensif du Phoenix de Sherbrooke. Alors, ça va très vite dans le junior majeur. Ça peut dégringoler assez rapidement pour la carrière de hockeyeur. Et comme pour chaque période de transaction, je pense que les échanges qu'on ne fait pas sont aussi celles qui font beaucoup parler. Brassard à Québec qui n'a pas bougé. Est-ce qu'on vient on parle de jeter la serviette. Est-ce que c'est un message qu'on envoie aux jeunes Booth à Québec? Bien, on se croise les doigts pour que Brassard soit de retour l'an prochain. Dans l'éventualité pas évident, où on est-ce présume qu'on qu'ils vont venir à 20 ans, là. Non, toujours pas signé de contrat, mais dans le cas des remparts, on se pose un peu de questions avec Colin Booth. On trouve les performances pas régulières dans son cas. Il n'a pas été le gardien du Québec au moins de 17 ans, ce qui est quand même une grande surprise. On ne pensait pas qu'Olivier Tremblay était celui qui serait devant le filet. Alors, je pense que là, ils sont en train de se poser des questions. Si jamais les remparts devaient avoir le tournoi de la Coupe Mémorial l'an prochain, il faut que Brassard soit de retour. Et son organisation professionnelle, les Sénateurs, si jamais les remparts obtiennent la Coupe Memorial, on a une garantie que Brassard va être là comme gardien partant. Il pourrait revenir à ce moment-là davantage. Ça a une valeur pour une équipe professionnelle, pas de doute là-dessus. Et malheureusement, encore une fois, comme d'habitude, on manque toujours de temps, mais puisqu'on parle d'échange, je crois que si on parle de notre équipe nationale cette année au niveau junior, on aurait peut-être fait quelques échanges. On fait le tour de questions après la pause. L'attaquant des Saguenay-Chicoutimi, Charles Hudon, a finalement été échangé. Le choix de 5e tour du Canadien de Montréal en 2012 est passé au Drakkar de Bécomo lors de la toute dernière journée de la période de transaction. En retour des services de Hudon, les Saguenayens ont mis la main sur 3 choix de premier tour en 2015, 2016 et 2017, ainsi que le défenseur Julien Lepage. Le natif d'Alma a marqué un but et récolté une passe avec Équipe Canada Junior en Suède. Une expérience qui restera gravée longtemps dans sa mémoire. Il espère guider le Drakkar à la première Coupe du Président de son histoire. Si le hockey est notre sport national, je pense que chialer et se remettre en question peut être facilement considéré le deuxième. Bon, 2 années de suite, parce qu'on finit 4e au championnat junior mondiaux. Chez nous, ça passe juste pas. C'est le temps des grandes questions. Donc, dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On amène les experts. Anthony Marcotte qui reste avec nous, évidemment. Mon bon ami Louis-Jean, qu'on reconnaît tout le monde. Salut. Et depuis le temps qu'on se connaît, je pense que c'est la première fois que je te vois en jeans. Donc, merci de t'adapter à jamais mon le droit, style. c'est correct. Oui, exactement. Avoir su.
Je l'ai dit, 2 années de suite, 4e. Pas de médaille d'or depuis 2009. Tu me l'as fait remarquer avant qu'on commence. Bon, je pense qu'on peut questionner autant les gardiens que les défenseurs, les attaquants. Moi, honnêtement, le premier commentaire qui me vient en tête, quand j'ai vu la performance de l'équipe, quand j'ai vu l'équipe jouer, c'était une équipe qui manquait d'âme, carrément. J'avais jamais vu le Canada être aussi drabe sur la glace. Drabe, moi, une chose que lorsque le Canada ne performe pas bien sur la scène internationale, la première chose qu'on fait, c'est qu'on se remet en question. On dit on va avoir un sommet, on va congédier lui, on va avoir des entraîneurs, chefs qu'on va payer au rang mineur et tout ça. Je pense que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut prendre notre gaz égal. Il faut se rendre compte aussi qu'il y a eu un rattrapage. Avant, les gardiens de but au Québec et au Canada étaient de loin supérieurs aux autres pays. Ce qui faisait en sorte que si, au niveau des attaquants et des défenseurs, ça se ressemblait, tu avais les gardiens qui venaient faire la différence. Maintenant, peut-être que les gardiens sont soit égaux ou peut-être, dans certains cas, certains moments inférieurs. Et je ne parle pas spécifiquement de cette année, je parle que, globalement parlant, que ce soit au niveau junior ou ailleurs. Et je pense qu'il y a carrément juste eu un rattrapage des autres pays. Mais moi, lorsque je regarde et j'analyse ce qui s'est passé à Malmö, en Suède, un des facteurs et une des choses qu'on doit prendre en considération, c'est lorsqu'on arrive sur une glace olympique. Il faut arrêter de dire, au Canada, on joue notre style, on est agressif, on est physique, on met de la pression. J'ai parlé avec des joueurs de la Ligue nationale qui ont évolué, eux autres, en Europe. Pendant le lockout, ces choses-là, ils m'ont dit, moi, les 2 premières semaines, je courais comme un malade, je tuais des punitions, je n'étais pas capable de rien faire. Je me suis rendu compte qu'il faut être moins agressif, il faut être plus passif. Et c'est les choses que les clubs européens font avec succès. Je suis d'accord, mais on a prouvé par le passé qu'on a été capable aussi de gagner sur les grandes surfaces. Donc, c'est peut-être pas l'excuse principale cette année. On a tellement écopé de pénalités du côté du Canada dans ce tournoi-là, puis c'était souvent des pénalités où est-ce qu'on voyait qu'on dosait mal l'énergie. C'est sûr que quand on développe... Manque de sang-froid, exactement. Puis quand on axe tellement la préparation sur le fait que, justement, on va dominer les autres en imposant notre trip, on va les déstabiliser en les frappant. Là, sur des grandes glaces, ça se passe plus ou moins comme ça. Faut dur le frapper. Et c'est faut que tu fasses les bons choix de joueurs pour aller jouer ça. Et il n'y a pas un pays, je pense que vous êtes d'accord avec moi, qui a autant de pression que le Canada. Ça, c'est clair. Alors, pour moi, ça repose en quelque sorte, pas sur le talent, pas sur la qualité des joueurs, mais je pense que c'est principalement sur le style qu'on veut toujours jouer. Sur une plus petite glace, parfait, tu peux l'imposer ton rythme, mais sur une plus grande surface, c'est beaucoup plus difficile à faire. Ça met de la pression sur des Jonathan Drouin et sur des joueurs comme ça, des joueurs de qualité, sur qui on dit tu dois produire, tu dois marquer des gros buts, tu dois faire de gros arrêts. Et évidemment, sur une plus grande surface, les autres équipes sont presque aussi bonnes que nous, alors il faut s'ajuster. Puis les défenseurs, je pense que c'est les joueurs qui sont le plus sur le spot dans ce genre de situation. Pour avoir été à Chicoutimi, c'est la seule patinoire dans la Ligue junior majeure du Québec où c'est une patinoire olympique. Et veut pas, quelque part, pour les Saguenayens, c'est un avantage parce que les équipes qui arrivent à Chicoutimi, ils doivent s'ajuster rapidement. Bien souvent, ils n'ont pas l'occasion de pratiquer dessus. Et les défenseurs, ils ont 3 ou 4 enjambées à faire, aller chercher la rondelle dans le coin. Ça fait une grosse différence, je pense. Puis ben, quand tu arrives en Europe, tu n'as pas vraiment le temps de te préparer. Ils ont joué 2 matchs préparatoires. Ça va vite. Puis quand tu joues contre des joueurs qui sont habitués de jouer sur cette surface-là, ça peut faire une différence. Oui, et puis on le dit, c'est sûr qu'on a le bouton panique facilement allumé ici au Canada, mais en même temps, il n'y a pas eu de joueur dominant. Merci beaucoup à Anthony Manta de bien nous avoir représentés. Mais après ça, je veux dire, j'ai trouvé Drouin, j'ai vu un Drouin se mettre beaucoup trop sur ses épaules, sans vouloir dire qu'il mangeait à pas, qu'il était un petit peu égoïste avec la rondelle parce qu'on dirait qu'il voulait trop en faire. Et pour moi, ça fait juste soulever que le restant de l'équipe, c'était pas l'équipe balancée qu'on a vu dans les années passées. Mais je pense que c'est aussi une question de, oui, est-ce que Jonathan Drouin, par exemple, s'est peut-être mis trop de pression? Je pense que tout le monde va peut-être être d'accord que oui, mais qu'est-ce que ça démontre et qu'est-ce que ça illustre? Ça a été peut-être pas un grand succès tout le temps. Il y a eu de la frustration, aucun doute là-dessus. Mais le gars, il voulait tellement faire, il voulait tellement bien performer. Ah, c'est clair, il voulait là. tellement réussir et gagner cette médaille, mettre fin à cette séquence d'un succès pour le Canada internationalement, que moi, je le renverse de côté. Moi, une chose qui m'a vraiment dérangé, qui m'a chatouillé, c'est Brent Sutter. Un entraîneur-chef aguerri, un gars qui a joué dans la Ligue nationale, une personne qui a eu beaucoup de succès sur le plan international avec l'équipe junior. Et à la fin du tournoi, il a fait, selon moi, il est allé à l'encontre du Canadian Way, est allé dire « Notre plan de match était bon. Nous, ce qu'on a fait, les coachs, c'était parfait, c'était correct. Les joueurs n'ont pas bien performé. Le gardien n'a pas fait l'arrêt clé. Lui, il n'a pas marqué quand c'était le temps. Lui, il n'a pas livré la marchandise. Lui, il n'a pas donné la mise en échec. Et pourtant, moi, j'allais dire que clairement, je pense que dans certains matchs, il a été out-coaché. Excusez l'expression, mais c'est parce que moi, tu peux plus être un entraîneur boqué sur tes idées comme dans le temps. Écoute, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est entraîneur-chef pour l'équipe Canada. On parle de 2006 la dernière fois, je me trompe pas. 2005. Il y a 2 championnats consécutifs, il n'a pas perdu un match. Alors, il arrive là, peut-être avec un peu plus de confiance. Ça fait plus que 10 ans. Depuis ce temps-là, tu es des jeunes vedettes. Moi, je pense que Benoît, le gars qui est à côté de lui, était le choix évident cette année pour être le coach.
Moi, je suis d'accord. Benoît Groux, j'ai un énorme respect pour lui. Je pense que c'est l'un des meilleurs coachs juniors au pays, peut-être au monde. Je pense que c'est un gars qui devrait se retrouver probablement chez les rangs professionnels. Mais je suis parfaitement d'accord. Écoute, quand on parle du style agressif, tu faisais référence à ça, Michael, tout à l'heure. C'est exactement ce que prône un gars comme Brent Sutter. Mais ce qu'il a fait n'empêche pour moi, pour des jeunes, d'après ça, de ne pas prendre la défaite. Il s'est comme soustrait de l'équation. Il s'est soustrait de l'équation, puis il a mis ça sur les jeunes. Ben voyons donc. Et tu peux pas parce que c'est toi qui choisis les joueurs. Et cette année, on avait décidé de restreindre ça à 25 joueurs. Il paraissait une super bonne idée en développer. partant, On a d'ailleurs. ignoré des noms importants. Max Domi est un exemple frappant. On a pris Josh Anderson, son coéquipier, qu'on n'a presque pas vu durant le championnat mondial junior. Moi, à mon sens, on ne peut pas se soustraire d'une défaite comme celle-là, d'autant que les choix, c'est toi qui les as faits, les choix de joueurs. Et peut-être que lorsqu'on regarde les résultats, c'était peut-être pas les bons choix. J'ai pas détesté le fait, par contre, qu'on restreigne un petit peu le nombre de joueurs. On les a tous emmenés en Europe. Les choix étaient déjà faits. Donc, à un moment donné, il faut être conséquent. C'était nos choix, il faut les accepter. Ça a été une déception. Ils ont terminé 4e. Je vais faire l'avocat du diable. Je veux dire, bon, évidemment, je l'ai dit, je le répète, le bouton panique facilement allumé. Mais vraiment, ce qu'on devrait se poser, de grandes questions, on peut se dire, écoute, 2 ans de suite, un peu off, je veux dire, ça arrive de temps en temps. Tu peux pas dire un peu off, parce que 4e place, c'est inacceptable. Le Canada, selon moi, devrait au moins revenir à tout le moins avec une médaille. Sur le podium. Ah oui. Sur le podium, ça, c'est clair. Il n'y a aucune raison que le Canada ne se retrouve pas sur le podium. C'est pas un peu off, c'était clairement off. Cela dit, de là à dire qu'on va gagner l'or à chaque année, selon moi, Non, ça, c'est on clair n'est plus aussi. rendu là. Je pense pas qu'on a pris les choses pour acquis. C'est simplement que notre développement des gardiens de but était tellement supérieur. Le travail qu'on faisait au niveau du grassroots, au niveau des jeunes joueurs qui montaient, on était tellement en avance, mais depuis, il y a eu un rattrapage. Regardons ce qui se fait aux États-Unis. Les États-Unis, qui, eux, ont un programme chez les moins de 18 ans et tout ça pour développer leurs joueurs. C'est unique ce qu'ils font. Cependant, c'est pas nécessairement un gage de succès tout le temps. Non. Et moi, ce qui m'a inquiété un peu dans l'après-défaite du championnat mondial junior de cette année, c'est Brent Sutter qui remet en question le développement des habiletés chez les jeunes. Il ne faut pas oublier une chose. Ce que Brent Sutter a dit, c'est l'opinion d'une seule personne. Et je pense qu'on doit faire peut-être un constat, si c'est ça qu'on va décider de vouloir faire. Ça ne peut pas juste être l'opinion du gars qui a déjà gagné 2 médailles d'or et qui, cette fois-ci, s'est retrouvé 4e. Et c'était pas de sa faute, c'était la faute des autres. Exact. Là. Je pense qu'à quelque part, il faut vraiment comprendre qu'il y a d'autres personnes qui sont beaucoup mieux placées que moi, en tout cas, pour se pencher sur le dossier, qui vont peut-être sûrement... Et du côté d'Hockey Canada, je pense qu'on fait un très bon travail de ce côté-là. On est conscient des tendances, on est conscient de ce qui se fait ailleurs. On essaie de toujours être à l'avant-plan de ce qui se fait aussi et du développement et de s'assurer que les jeunes joueurs s'en viennent. Mais c'est clair que c'est un dilemme. Le soccer, ça coûte beaucoup moins cher. Il y a beaucoup d'autres sports qui sont beaucoup moins dispendieux et on semble voir beaucoup plus de jeunes qui se dirigent vers ça. La bonne nouvelle, là, c'est que là, on revient au Canada l'an prochain. Et là, il va y avoir encore plus de pression pour gagner l'or parce que veut pas, ça va être à Montréal et Toronto. Ouais, mais on joue bien chez nous, puis encore une fois, ça va être des glaces, évidemment, sur lesquelles on est habitué de jouer. Bien, le facteur local est certainement va faire une différence là-dedans, c'est certain. Tu pars du pays, tu t'en vas jouer en Suède. Évidemment, il y avait beaucoup de jeunes du Canada qui étaient présents pour encourager l'équipe. En bédaine, évidemment. Ben oui, mais Ouais. on s'entend que c'est pas pareil que de jouer à la maison devant 20 000 personnes, comme ça va être le cas à Montréal et à Toronto. C'est sûr que le facteur local va être important l'an prochain. Peut-être que la clé, c'est que la dernière fois qu'ils ont gagné en 2009, il y avait Subban, il y avait Tavares, il y avait Eberle. Je sais pas si on est capable de changer leur baptistère. C'est ça, puis les ramener. Oui, mais il y en a plusieurs de la formation de cette année qui reviennent l'an prochain. Donc, ça va être une équipe J'allais plus dire, on aguerrie. espère que l'expérience, c'est surtout le fait que justement cette espèce de goût amer va leur rester dans la bouche assez longtemps pour évidemment que l'année prochaine, ça parte en feu. La dernière chose aussi pour moi, en tout cas là-dessus, c'est continuer de supporter les joueurs juniors, continuer de supporter Hockey Canada dans tout ça, parce que ultimement, ces jeunes joueurs-là, ils veulent tellement performer, C'est clair. ils veulent tellement gagner, ils clair. se donnent corps et âme, puis ils ont l'impression d'avoir laissé tomber une nation complète, ce qui est C'est pas dommage. le cas. Non, c'est Et pas sur le cas. ces beaux mots d'amour, on passe à une pause commerciale. On se revoit après. La dernière période de transaction a impliqué pas moins de 69 joueurs cette année dans la LHJMQ. Les 18 équipes du circuit Courtois ont troqué un grand total de 81 choix de repêchage dans leurs différentes transactions. En tenant compte des transactions annoncées, 4 équipes ont fait le plein de choix de sélection. Le Cap-Breton, Charlottetown, Rouyn-Noranda et Shawinigan disposeront des banques de choix les plus garnies lors des assises qui se tiendront à Sherbrooke en juin prochain.
Les Screaming Eagles parleront à 10 reprises lors des 5 premiers tours contre 8 pour Shawinigan et Charlottetown. Je pense qu'une des meilleures idées qu'on a eues ici à Junior Majeur en 3 ans, c'est la création de notre propre gala. Hein? Le gala du vestiaire, je dirais pas c'est l'idée de qui, mais présentement, il est en train de sourire au Kodak. Bon, j'étais pas tout seul, évidemment. C'est un travail d'équipe. Pour connaître toutes les catégories, évidemment, allez sur notre page Facebook. D'ailleurs, je vous invite justement à cliquer. J'aime, c'est pas compliqué. D'un coup, on devient une grande gang qui s'aime. Accolade, c'est fait. Et pour vous donner une idée un peu à quoi ça va ressembler, voici quelques candidats du gala du vestiaire. Guillaume Gélina. C'est des tournades dans les chambres ou ben des petits tours, du tape en dessous des patins ou du tape partout sur le bâton ou plein de petits tours de même. Avec la vaseline dans les gants. Les joueurs de tour, Étienne Marcoux, il passe tout le temps en arrière. Ou il passe avant que j'arrive, tout le temps. Joueur de tour, Olivier Picard, notre capitaine, lui, il aime ça rigoler. C'est un farceur dans notre équipe. Puis il aime ça niaiser les joueurs ou faire des petits calls. Puis, ouais. Je sais pas. C'est une bonne question. Il y en a un peu. C'est pas mal bien réparti. Brent Andrews, c'est un bon joueur de tour. C'est un gars qui va toujours compter des jokes, mais il va jamais rire. Fait que c'est drôle. Ça y est, les transactions sont conclues. Ça veut dire juste une chose. Deuxième moitié de saison, c'est là que ça commence, c'est là que ça se dessine. Et qu'est-ce qu'on regarde en fin de semaine? Ben, j'ai 2 matchs pour toi dimanche. Rimouski à Gatineau. On va surveiller les Olympiques dans les prochaines semaines. Parce que On dirait depuis les séries l'année dernière, on dirait qu'il y a un peu plus d'animosité dans ces deux clubs-là. Oui, là. exactement. Les 2 équipes ne s'aiment pas trop. 2 bonnes formations. Et là, on va surveiller les Olympiques parce qu'ils ont décidé de ne pas bouger leur gardien de but. On va voir si Robert Steves va faire le travail. Ça a été très difficile pour lui. Il n'a pas complété des matchs dans le mois de décembre-janvier. Et là, il doit être solide pour que les Olympiques gagnent dans cette deuxième portion de la C'était saison. ce qu'il avait besoin, un vote de confiance. C'est ça, on va suivre ça. Et du côté de Rouyn-Noranda, le Drakkar de Bécomo est là. Et là, je sais que les gens de Bécomo vont suivre les débuts de Charles Hudon. Ben, je pense que tout le monde va Oui, suivre c'est les ça, débuts de Charles. exactement. Il a choisi le numéro 55, alors on va les suivre, Bécomo, parce que c'était une équipe qui, dans les périodes des fêtes, a un petit peu plus de difficultés. On a fait des bonnes acquisitions. Et Maxime Saint-Cyr va être de retour à Rouyn-Noranda, lui qui avait été échangé dans la période des fêtes. Alors, ça va nous donner 2 bons matchs de hockey. Et mercredi prochain, le défi des espoirs du côté de Calgary. Pas besoin de faire de lien, j'aime ça, j'allais dire. Le futur et la jeunesse. Le futur et la un jeunesse. Beau spectacle qui Alors s'en là, vient. c'est de la jeunesse à l'état pur et on va suivre évidemment les performances des jeunes de la Ligue junior majeure du Québec. Ils ne seront pas si nombreux que ça. Daniel Audette est peut-être celui qui va être le plus... sa performance va être très épiée puisqu'on se souvient contre la Super Série, dans la Super Oui, Série Subway, qui a marqué très bonne oui, performance. exact, j'allais dire. Il avait été très bon dans le match à Sherbrooke. Alors on va suivre ça mercredi à TVA Sport, le match Défi des meilleurs espoirs. Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on fait en fin de semaine? Hockey. Hockey. Et encore du hockey. Bon week-end tout le monde.